Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les post-traitements possibles en IRM. Nous allons donc voir ce que c'est l'image numérique en IRM avec un petit rappel sur la matrice et la fauve et la taille du voxel. Nous allons voir les post-traitements du volume sans seuillage comme le MPR ou le MIP ou avec seuillage. Donc tout d'abord, il faut parler du format utilisé en milieu médical. Donc il s'agit du format DICOM. Le terme DICOM peut être utilisé pour parler du format de fichier médical, mais aussi d'un protocole de communication de réseau. Il faut savoir que le fichier DICOM ne comprend pas seulement juste l'image, elle comprend aussi la façon dont on l'a obtenue, les matrices, les FOV, le type de machine, etc. A contrario, une image JPEG, on a juste l'image brute sans aucune donnée autre. Donc voilà un peu comment se présente un fichier DICOM. Ici, on a un examen cardiaque et on a toutes les différentes séries, le repérage, des séries morphologiques, viabilité, ciné, etc. Et si on regarde à l'intérieur également de ces dossiers, on retrouve chaque image du patient. Donc petit rappel, comment on obtient le signal en IRM, c'est le retour du vecteur MT vers le vecteur longitudinal. Il ne faut pas oublier que ce vecteur continue à tourner. Le signal est récupéré par l'antenne. On obtient une courbe sinusoïdale. Et je vous rappelle aussi la présence de la FID, qui est la ligne des crêtes, qui représente le T2 étoile d'un tissu. Donc une fois qu'on a fait l'acquisition des données, ces données brutes sont dans le plan de Fourier stockées en ligne et en colonne. Donc l'IRM recueille des signaux électriques classés selon leur amplitude et leur fréquence. L'amplitude détermine le niveau de gris, l'hypersignal est en blanc et l'hyposignal est en noir. Alors, il ne faut pas oublier que le signal en IRM, il est relatif. Donc, autrement dit, par exemple, si vous rentrez une bouteille d'eau dans la machine, que vous faites un T1, et bien votre bouteille d'eau sera blanche parce qu'elle n'a la machine n'a aucun comparatif possible, donc elle projette la bouteille en blanc en T1 au lieu d'être en noir comme dans le corps humain en T1. Les données sont projetées sur une matrice de visualisation. La matrice représente le nombre de lignes et le nombre de colonnes et elle va déterminer le nombre de pixels de l'image reconstruite. Le champ de vue, ou FOV, représente la taille réelle du plan de coupe. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir en résolution spatiale. Si on utilise une matrice à 512 avec le FOV correspondant, on a une nette définition par rapport à une matrice avec un FOV correspondant à 128 sur 128. Alors, la taille du pixel, donc c'est le fauve sur la matrice, peut être modifiée en changeant soit la taille du fauve, soit la taille de la matrice. Le fauve et la matrice en IRM peuvent être symétriques ou asymétriques. Là, je vous invite à aller voir notre présentation sur les bases physiques de l'IRM. L'épaisseur de coupe détermine la troisième dimension. Non visible à l'écran, c'est le voxel. Donc une matrice asymétrique et un fauve symétrique, on aura des pixels rectangulaires. Ce qui est avantageux en IRM, je vous le rappelle, parce que le temps est facteur du nombre de lignes. Donc si on divise le nombre de lignes par 2 pour avoir des rectangles plutôt que des carrés, on va diviser le temps de la séquence par 2. L'intensité du signal du pixel est égale à la moyenne des signaux du voxel. Il faut donc faire attention au phénomène de volume partiel lorsqu'une structure est partiellement comprise dans l'épaisseur de coupe.
le volume des signaux du voxel ne sera pas représentatif ici, puisqu'on a un tissu qui ne sera pas compris totalement dans le voxel. Ici, vous aurez, à contrario, un tissu qui sera complètement contributif, parce qu'il sera compris entièrement dans le voxel. La notion de 10 mm, on voit se dessiner quelque chose, mais on n'a pas une belle définition parce que justement notre coupe, donc la profondeur de notre voxel est trop importante. Si on le diminue un petit peu, on commence à voir quelque chose, et si on passe carrément à une profondeur de voxel de 3 mm, on voit clairement une petite lésion. Voilà les trois images mises l'une à côté de l'autre. On voit bien qu'en 10 mm, on a la sensation d'un volume partiel. Et au fur et à mesure qu'on diminue l'épaisseur de coupe, on a une bonne visualisation de la lésion. La taille du voxel détermine ses propriétés dans l'espace. Et ça détermine la résolution spatiale et ça va être dépendant aussi de son isotropie ou son anisotropie. Donc il faut faire également attention entre la mesure du voxel et la mesure du voxel qui sera reconstruit. C'est deux choses différentes sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Donc autrement dit, il y a une matrice d'acquisition et une matrice de reconstruction. Ensuite, pour vous dire également que le signal, il est relatif. Vous voyez ici le signal, il est à 100%. Si vous fermez votre séquence et tout en ayant diminué, par exemple, la résolution spatiale est tombée à 70% de rapport signal sur bruit, si vous réouvrez votre séquence, vous allez voir que votre rapport signal sur bruit, il est de nouveau à 100%. Ceci est directement lié à la relativité du signal en IRM. Donc, encore une fois, pour illustrer un peu tout ça, ce qui est vraiment important, c'est la matrice d'acquisition. Après cette matrice d'acquisition, vous avez obtenu du signal. Après, vous avez beau, en reconstruction, la couper en nombre de carrés autant que vous voulez, et bien, en fin de compte, vous n'avez pas à rajouter d'informations et vous allez toujours avoir la même image. Donc, bien différencier ce qui est acquisition et la partie reconstruction. Donc voyons un peu le post-traitement de cette image. Donc il faut insister sur le filtrage, les zooms, les tris, la soustraction, toutes les mesures qu'on peut faire et la reprographie. En IRM, si vous voulez zoomer, ce ne sera qu'un zoom optique. Donc c'est un zoom qui va donc détruire la qualité image. Si vous voulez avoir une belle image zoomée, il faudra faire une nouvelle série avec une matrice et une fauve adaptée. Donc dans les PC de reconstruction, vous avez la possibilité, quand vous faites des dynamiques, de pouvoir sélectionner une dynamique spécifique ou une image parmi toutes les dynamiques. Par exemple, si vous voulez faire une position par sélection de coupe, vous choisissez au hasard la coupe 6. La coupe 6 sera choisie dans la première série, la coupe 6 dans la deuxième série et la coupe 6 dans la troisième série. Donc ici vous avez choisi une coupe unique, on est toujours au même niveau de plan de coupe, mais vous avez pu choisir en fait les 6 temps de l'injection. D'ailleurs là on voit le sans injection, et au fur et à mesure du temps vous voyez les reins qui prennent le produit de contraste. Donc là on est à peu près à un bon temps artériel, peut-être le précédent était encore mieux, et là on voit le produit de contraste qui se relâche un petit peu dans la corticale et on le voit apparaître déjà un petit peu dans les voies excrétrices. A contrario, vous pouvez tout simplement sélectionner par dynamique. Dans ce cas-là, vous choisissez la dynamique 1, la 2 ou la 3.
Autre moyen de post-traiter les images, c'est de faire de la soustraction. Donc ici un exemple entre une image injectée et une image non injectée. Donc une sans une avec injection, et on va soustraire donc l'image injectée avec l'image non injectée. Voilà un peu ce que ça donne. Donc il va nous garder uniquement, entre guillemets, ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est surtout l'apparition du produit de contraste et l'apparition de la lésion. Donc sur la soustraction, on voit bien qu'il y a la lésion et le produit de contraste. Alors il faut faire attention, surtout en abdomen, parce que ça bouge beaucoup. Les soustractions ne sont pas toujours très efficaces. Voilà un autre exemple où on a soustrait ici l'aorte de l'image de la série suivante. Vous voyez, l'aorte a complètement disparu. Donc, si on veut aller encore plus loin, ici, on a supprimé complètement le temps artériel pour retrouver que des petites circulations ici. Donc, on peut, si on fait par exemple 3 séries, une série sans injection, une série artérielle et une série veineuse, on peut soustraire le sans injection des deux autres, c'est-à-dire du temps artériel et du temps veineux, et on peut également soustraire le temps artériel au temps veineux, parce qu'avec le produit de contraste en IRM, il y a une certaine latence pour la disparition au niveau des artères. Donc on peut très bien, si on veut qu'un temps veineux, soustraire l'image où on a le temps artériel du temps veineux. Et ça vous donne un peu ce résultat-là. A contrario, on peut faire également des images d'addition. Donc ici, ce sont deux images de deux séries différentes. Une série où on a fait l'angio-IRM, on voit très bien l'aorte. Une fois qu'on a reconstruit cette image, on l'a inversée. Donc l'aorte normalement doit être en blanc. Et ici, elle est en noir parce qu'on a inversé les tonalités d'image. Et on est venu superposer une image d'une autre série, qui est un temps excréteur urinaire, sur l'aorte et les vaisseaux iliaques. Alors, pour information, pourquoi on fait ça? C'est pour voir ici s'il n'y a pas une pince au niveau des uretères. Au niveau de la console, on va retrouver plusieurs onglets. On va pouvoir retravailler sur la série complète avec des reformatages ou des projections. On pourra retravailler sur l'image en jouant sur les niveaux de gris, les zooms, des pré-réglages pour les rehaussements de contours. On pourra retourner notre image également dans tous les sens. On a d'autres outils à notre disposition, bon, non seulement pour annoter, mais aussi pour sélectionner avec différents types, un rectangle, un cercle, un polygone. Vous allez retrouver aussi tous les outils indispensables pour faire du post-traitement cardiaque, du post-traitement hépatique, tout ce qui est également contourage d'organes. Voilà un exemple de ce type d'outil où on est venu contourer la corticale ici d'un greffon rénal pour pouvoir avoir une courbe de la prise et de la relâche du produit de contraste. Donc vous voyez ici l'arrivée du produit de contraste et sa relâche progressive. On peut également étudier le cœur avec des séquences en ciné par exemple et pouvoir calculer tout ce qui est fraction d'éjection, masse cardiaque, volume d'éjection. Donc pour ce faire, on va utiliser des images ici en petit axe en l'occurrence et on va contourner par exemple le ventricule gauche et on va regarder se contracter au fur et à mesure du temps. Donc on obtient ce type de courbe, la machine donne
la fraction d'éjection, ici par exemple, elle est à 25,2%. Donc, outre le fait de pouvoir travailler l'image en 2D, on va pouvoir également la travailler en volume. Le post-traitement d'un volume, on va recomposer un volume dans différents plans à partir de multiples coupes reconstruites pendant l'acquisition. Donc ça va dépendre des paramètres d'acquisition et de reconstruction. Bien souvent, pour travailler dans un volume, il faut essentiellement travailler en séquence 3D. Et ça va dépendre aussi des paramètres du post-traitement. En ce qui concerne les paramètres géométriques d'acquisition et de reconstruction, il sera important de bien regarder la matrice, la fauve et l'épaisseur de coupe. Ce sont les trois choses qui sont très importantes, notamment ce qui va nous donner la taille du voxel et ce qui va nous déterminer également le bruit. Il faudra faire attention aussi au chevauchement des coupes, à la résolution perpendiculaire à l'axe des coupes natives et une diminution du phénomène de volume partiel. À titre d'exemple, voilà un genou qui a été fait en sagittal en 2D avec des voxels rectangulaires. Si on lui fait une reconstruction en coronal, on aura donc ces voxels rectangulaires et non pas des pixels carrés. Et ce qui va nous donner en fait cette impression de marche d'escalier. Les post-traitements sans seuillage, donc à partir de la totalité du voxel, il existe le MPR et le MIP. Pour ce qui est du post-traitement avec seuillage, donc à partir d'une sélection du voxel, c'est le 3D SSD et le VRT. Le post-traitement sans seuillage, on commence par le MPR, donc c'est le multiplanar reformat, ou alors le MIP, c'est le Maximum Intensity Projection. Pour le MPR, il y aura création d'un plan de coupe rectiligne ou curviligne d'un voxel d'épaisseur dans le volume d'acquisition. Donc il n'y aura pas de modification de l'intensité des voxels. C'est très rapide. Il y a une possibilité d'étudier les structures dans son axe ou perpendiculairement. Et il n'y a pas de superposition gênante. Voici un exemple de MPR. Ici, nous avons fait un MPR en axe coronal. On a l'aorte, l'artère rénale, et pour essayer de dérouler cette artère rénale, on va venir tracer un chemin tout le long de l'artère rénale et ainsi retrouver en axial, essayer de déplier cette artère rénale. Donc une fois que ça c'est fait, on voit l'artère rénale qui forme presque une ligne droite ici. Voilà, donc ça c'était reconstruit en zigzag pour donner ce type d'image. Voici un autre exemple où à partir d'un axial, on a tracé un chemin et on a le résultat en coronal. Et ici, on retrouve en axial un chemin qu'on aura tracé en coronal. Et on arrive très bien en fait à suivre les deux artères rénales. Le MIP, c'est le Maximum Intensity Projection. C'est comme si vous lanciez un rayon à travers un volume d'acquisition et il va conserver uniquement le plus intense. Donc il y aura un seul voxel retenu. Il y aura la notion en mode ciné car il y a une projection d'un volume sur un plan. Il y a une nécessité de réaliser des MIP fins parce que si on prend le volume entier, on aura des soucis de reconstruction. Pas de modification des signaux des voxels.
pour illustrer ça, un petit schéma. Donc ici, notre flèche, hein, entre guillemets. On a donc plusieurs nuances de gris, allant du noir au blanc. Si on vient projeter ces deux pixels, il y en a un noir, un gris, celui-ci étant le plus intense, le gris sera retenu. De la même façon, si on a un blanc et un noir, on le projette sur un plan 2D, le plus intense, c'est celui-là. Si les deux sont noirs, ça sera projeté en noir, les deux sont blancs, ça sera projeté en blanc, et ainsi de suite. Voilà ce que ça peut donner. On a ici une projection de plan coronal. Après une euro-IRM, on voit l'excrétion du produit de contraste par les reins. Et on est venu en fait aplatir le volume, entre guillemets, sur un plan 2D. Dans le MIP, la machine va garder ce qui est le plus intense. Donc le plus intense, ici, c'est donc le produit de contraste en T1 qui s'évacue dans les uretères par les reins. Attention toutefois, le MIP est piégeux, puisque ici, nous avons une zone en hyposignal qui pourrait nous faire croire à une lésion. Or, quand on regarde les natives, on se rend bien compte qu'il n'y a rien du tout. Et en fait, ici, c'est juste la superposition avec un artefact. À titre comparatif, au même niveau, on a un MPR de 10 mm et une reconstruction MIP de 10 mm. Pareil en 30 mm et une reconstruction MIP en 30 mm. On voit tout de suite l'hyper-intensité des vaisseaux, si on compare par rapport au MPR. Ensuite, on peut choisir l'intensité du voxel. Donc ici, quand on choisit l'intensité maximale, on a une très nette visualisation des liquides à l'intérieur du genou. Si on diminue cette projection, cette intense projection, on voit bien que ces liquides disparaissent. Donc c'est un moyen en fait de diminuer l'intensité des voxels choisis. Il nous arrive parfois de faire plusieurs reconstructions pour obtenir une image. Ici, c'est une angio des membres inférieurs. On l'a réalisé en faisant 3 paliers. Un palier au niveau de l'abdomen, un palier au niveau des cuisses et un palier au niveau des jambes. Ensuite, on avait fait une série sans injection et on a injecté le patient. On a donc dans un premier temps soustrait le sans injection de la série avec gadolinium. Et ensuite, on a réalisé des MIP sur les différents étages, donc sur l'étage abdominal, sur l'étage des cuisses et sur l'étage des jambes. Et ensuite, on a assemblé ces 3 séries pour vous donner en fait la vue intégrale des membres inférieurs. Deuxième chose, ce sont les post-traitements avec seuillage. Donc c'est le cas du 3D SSD et du VRT. Alors le 3D SSD, c'est quoi? C'est le Surfacing Shadow Display. Donc ça va permettre une visualisation de la surface des voxels retenus. C'est un rendu en 3 dimensions. Il est sensible au bruit de l'image. C'est un système binaire, c'est la loi du tout ou rien. Il est ISO intense au niveau des voxels et il nécessite d'éditer le volume d'acquisition. Voilà un peu
ce que ça peut donner, le 3D SSD. Donc on a vraiment des images lisses, nettes, et on s'affranchit de toute la pollution qui est juste à côté. Si on le compare par exemple au MIP à droite, on voit très nettement la différence. Il n'y a pas de lissage sur le MIP, il y a la présence des autres organes. On a l'impression que c'est un peu flou, tandis que le 3D SSD, on voit tout de suite qu'il y a des contours et de la matière. Alors pour ce fait, on va utiliser un seuillage qui se trouve par exemple sur cette console ici, et on va lui dire de ne pas prendre les voxels qui sont inférieurs par exemple à une donnée 447. Donc ça se voit en direct et la sélection va apparaître en vert. Si on utilise un seuillage trop faible, on risque d'avoir de la pollution des organes à côté de ce que l'on veut voir, en l'occurrence ici l'aorte. Par contre, si on va trop loin, on a perte d'information au niveau de ce qu'on veut voir. Donc au niveau de l'aorte, vous voyez qu'il y a la création de trous au niveau de l'aorte et au niveau des iliaques. Ensuite, on peut faire de la découpe. La machine nous permet en fait de faire des tracés pour qu'on puisse s'affranchir de certains organes à proximité de ce que l'on veut voir. Donc, ici, on va dessiner un contour et on va demander à la machine de l'enlever. On fera la même chose de l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, on peut exclure l'intérieur ou l'extérieur. On aurait pu aussi rapidement faire le contour de ce que l'on veut voir et sélectionner uniquement l'intérieur. Le VRT, c'est celui qu'on utilise le plus souvent en IRM. Donc ça s'appelle le volume rendering technique. Donc c'est la visualisation des voxels retenus. C'est aussi un rendu en 3 dimensions. Il est peu sensible au bruit de l'image. C'est un système non binaire. C'est un moyen donc de lisser un peu. L'intensité des voxels déterminée par le seuillage, et il est nécessaire d'éditer le volume d'acquisition. Avec le VRT, on retrouve donc une image qui ressemble fortement au 3D SSD. On retrouve les lissages, les contours, on voit qu'il y a de la matière et on s'affranchit de tout ce qu'il y a autour. Voilà d'autres exemples. Donc en conclusion, les coupes natives sont le support fondamental de l'information. Donc souvenez-vous, il faut des bonnes séquences d'acquisition pour faire de belles reconstructions. Et aussi ça va nous permettre de s'affranchir des artefacts, comme vous avez pu le constater, sur la suspicion de lésions sur le rein. Donc en résumé, le MPR, il n'a pas de perte d'information. Le MIP, il y a une grosse perte d'information du fait de la projection en 2D. Cependant, il a d'autres avantages comme sa rapidité. Le 3D SSD et le VRT, il y a une perte d'information par seuillage qui est opérateur dépendant. Par contre, le VRT, je vous ai dit que c'était celui qu'on utilisait le plus, parce qu'il est préférable à cause de sa classification qui est non binaire. Je vous rappelle que le 3D SSD, c'est la loi du tout ou rien, donc il est moins maniable. Il faut toujours réaliser plusieurs incidences, voire même, comme vous venez de le voir, dessiner. Je vous remercie de votre attention et je vous invite donc à regarder nos autres présentations.